Bonjour à tous. Je souhaite aujourd'hui vous faire un résumé sur l'œuvre de Philip Ross de la démocratie en Amérique. D'abord, revoir un petit peu avec vous le contexte et les problématiques que cet ouvrage peut offrir en perspective de notre thème de la démocratie. Ensuite, vous aborder 4 thèmes principaux et 6 textes, 6 extraits, dont je tirerai un certain nombre de citations en vue du concours de leur apprentissage pour la dissertation. Alors je commencerai par le contexte d'écriture de cet ouvrage. Donc A Plot Against America a été publié en 2004. C'est l'année où Bush, le président américain, est entré en guerre contre l'Irak. Et ce contexte n'est pas anodin, puisque c'est un des thèmes qui est traité dans notre livre, la question de savoir si les démocraties doivent faire la guerre, si l'universalité des principes de la démocratie nécessite en fait une ingérence dans d'autres pays, et la question de savoir si les États-Unis peuvent se dire à juste titre être les gendarmes du monde, c'est-à-dire finalement par leur interventionnisme amener plus de démocratie dans le monde. La question de l'impérialisme en fait de la démocratie se pose aussi dans l'ouvrage Les Cavaliers. Donc il y a aussi cette question de savoir si, par rapport à ce qu'il en est de l'extérieur du pays, les démocraties doivent être solidaires avec les autres démocraties, si au nom de la démocratie on peut asservir des cités voisines, par exemple ce qui se passe avec Athènes et le trésor de Délos qui est progressivement capté par les Athéniens. Donc la question également du lien de l'économie avec la politique, savoir si des intérêts économiques guident les guerres qui en fait sont faites au nom des principes purs de la démocratie ou pas, et est-ce qu'il y a des dénonciations à faire sur ce plan. Donc ça c'est au plan finalement international si on veut. Mais le contexte qui intéresse également Philip Ross quand il se consacre à son uchronie, c'est aussi la critique d'un autre point, c'est aussi la politique intérieure des États-Unis. Parce que dans les années 50 et 60, il y a eu un certain nombre d'émeutes antiraciales, donc aux États-Unis, anti-noirs notamment, et donc la chasse aux sorcières également. Donc ce que critique aussi Philip Ross dans cet ouvrage, c'est aussi en fait la manière dont le peuple américain gère ce qu'on peut appeler les oubliés de la démocratie ou les minorités, minorités ethniques en particulier, mais dans notre livre, ça va être des minorités religieuses. En effet, aux États-Unis, ce qu'on remarque, c'est que les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, en fait, occupent toujours le dessus du panier et qu'il n'y a que très peu de place pour les minorités au pouvoir. Donc la violence du Ku Klux Klan et toutes les autres manifestations qu'ont eu les Américains pour, par exemple, exterminer les Indiens ou les mettre dans des camps de concentration, des camps de... voilà, des parcs où les Indiens étaient cloîtrés, tout cela est dénoncé en arrière-fond par le livre de Ross. Donc Philip Ross, pour conclure, il critique les dysfonctionnements extérieurs de la démocratie à ses frontières et des dysfonctionnements intérieurs des États-Unis qui, au lieu d'être un melting pot heureux, se trouvent être une salad bowl avec des tensions à l'intérieur de la société et des communautés séparées les unes des autres. Donc il questionne les failles de la démocratie. Donc il va le faire en faisant une uchronie, nous y avons consacré une vidéo. Donc il va essayer de déplacer des périodes historiques, déplacer des lieux pour faire réfléchir son lecteur, et c'est ça qui est prégnant. Le lecteur se sent ainsi concerné par ces déplacements, il est dérangé. Cela crée un effet de malaise parce qu'il est obligé de se questionner sur la limite entre l'histoire véritable et la fiction, et obligé de se poser ces questions, il est obligé de s'intéresser à l'histoire en étant placé dans le point de vue interne des personnages, notamment un enfant, ici Philip Ross, qui a 9 ans. Donc il y a des effets d'implication du lecteur et l'humour noir créant certains effets de malaise. Le lecteur ne peut sortir indemne d'une telle lecture. Il a l'impression peut-être d'avoir vécu la montée du totalitarisme en première personne, donc par des déplacements, bien sûr, puisque
c'est en Europe que les Juifs ont été le plus exterminés, mais là, le terrain est déplacé aux États-Unis. Et par contre, il y a bien eu des humiliations des Noirs par des émeutes dans les années 50-60 aux États-Unis, mais elles sont transposées ici comme des émeutes anti-juifs. Donc, en arrière-plan, il ne faut pas oublier que ce dont parle Philip Roth, c'est également de réalité aux États-Unis, c'est-à-dire ces émeutes raciales qui ont débouché sur les Civil Rights Act. Donc, il va questionner les fondements de la démocratie américaine. On peut citer le mythe du Wild West, c'est-à-dire les pionniers qui vont vers l'Ouest pour conquérir le monde sauvage et amener la culture, la civilisation, soi-disant. Donc le Homestead Act, qui était là pour garantir à chaque pionnier la possession de ses terres, va être détourné en loi de peuplement 42 par Lindbergh, c'est-à-dire finalement une tentative pour disséminer les Juifs loin de leur lieu où leur communauté se déploie. Il va y avoir une critique du mythe du self-made man, avec Monty qui va apparaître comme un oncle qui n'a aucune foi en aucune valeur, aucun principe, qui ne jure que par l'argent. Il va y avoir une critique du mythe des pères fondateurs, donc, puisque les statuts de Lincoln, les textes de Lincoln, la mémoire de Washington sur les timbres, se trouvent en fait très en décalage avec la réalité des faits. Donc il y a un décalage entre principe et réalité que Roth essaye de pointer. Alors maintenant, venons-en aux 4 thèmes majeurs, à mon avis, dans ce livre, en vue de vos dissertations. Les 4 thèmes à ne pas manquer, et dont il faut parler dans vos dissertations, sont premièrement la foi dans les institutions américaines. Donc il y a quand même un aspect positif qui est déployé pendant tout un moment dans le livre, c'est qu'une démocratie qui fonctionne bien fonctionne sur des monuments, des commémorations, des symboles qui peuvent être mis sur des timbres, des lieux, la Maison Blanche, etc. Une démocratie qui fonctionne bien a pour vecteur l'éducation, les médias, la transmission de l'information par des institutions comme les cinémas d'actualité, la presse. Donc là, en fait, on voit le versant positif. Mais bien sûr, il va tout de suite être contrecarré par notre deuxième thème qui est celui des élections présidentielles. Ces élections présidentielles, en fait, sont un moment critique. À la fois, Herman adore aller voter et on voit qu'il s'y passe quelque chose, mais en même temps, elle révèle le malaise dans la société où se trouve placée la famille Ross. Donc les élections présidentielles, qui devaient être le lieu d'un agone tout à fait bienveillant, se retrouvent être la cristallisation d'oppositions violentes, avec des discours politiques qui jouent sur le charisme plus que sur les arguments, des personnifications du pouvoir exacerbées, donc une incarnation du pouvoir avec le chef, le héros qui est mis en évidence, que ce soit Lindbergh ou Bengelsdorf, qui incarnent des personnes fortes, et puis de la violence avec les émeutes Winchell et la mort de Winchell, qui lui-même est très arrogant dans sa manière de contrer le pouvoir de Lindbergh. Donc on voit des discours politiques qui sont faits de fausses promesses, donc la parole se fait trompeuse, on est dans un complot permanent, et on se perd dans les discours pour savoir qui dit vrai. Donc on a les multiples interprétations à la fin du livre, où est Lindbergh, on ne sait pas, et il y a tellement d'interprétations qu'on ne peut pas démêler le vrai du faux. Ensuite, le troisième thème que je verrai, bien sûr, c'est la montée du totalitarisme dans un pays démocratique. Au sein même de la démocratie naît une forme d'humiliation. L'embrigadement de la jeunesse fait des tensions dans les familles. Et aussi le choix de boucs émissaires, qui sont désignés comme des fauteurs de troubles, scindent la société en deux. Donc on voit que les dirigeants politiques n'hésitent pas à diviser pour mieux régner, diviser des communautés pour finalement les régenter, soi-disant les assimiler en finalement les mettant au pas. La sécurité, donc les forces publiques, est utilisée par l'État pour surveiller les individus, donc pour les contrôler, donc et en même temps sans les protéger de l'autre côté. Donc ça, ce serait le troisième thème. Et le quatrième thème important, c'est la question de la légitimité de la guerre. Donc démocratie, guerre et paix, voilà, on y revient. La tension entre, d'un côté, l'isolationnisme frileux
d'un Lindbergh qui ne veut pas être solidaire envers les autres démocraties qui luttent contre Hitler, et de l'autre côté la résistance d'Alvin, qui va être il va s'inscrire pour combattre Hitler, et finalement il va y avoir une déception par rapport à son comportement et un reniement de ses idéaux. Et de l'autre côté, on a l'interventionnisme de Roosevelt qui paraît salvateur, cette solidarité envers les autres démocraties qui apparaît à la fin de l'ouvrage, mais des guerres familiales règnent tellement dans l'ouvrage qu'il y a plus de guerre que de paix dans cet ouvrage. Alors les 6 extraits que j'ai choisis sont les suivants, donc j'en ai déjà abordé certains. Le premier extrait est tiré du chapitre 1, Lindbergh ou la guerre. Il se situe page 41-47. Il s'agit du texte qui parle du timbre commémoratif de la fête des Charmilles que possède le petit Phil. Donc on y voit des enfants qui plantent un arbre et on peut voir que Sandy a rajouté un enfant noir auprès de l'arbre où il y avait un garçon et une fille qui mettaient un arbre en terre. Donc quand il a fait son dessin à partir du timbre, il a ajouté cet enfant encouragé par sa mère, Bess, qui voulait inculquer à ses enfants la vertu civique de tolérance, je cite, et donc elle veut en fait que ces timbres aient une vertu éducatrice pour ses enfants. Donc ce passage est important parce que justement on voit cette question aussi, la question des émeutes raciales qui pointent à travers la question des juifs qui sont inquiétés par Lindbergh. Et donc en fait on voit que sur un des timbres, il y a le premier noir qui est immortalisé sur un timbre américain, Booker Washington, et le petit Phil demande à sa mère, c'est là une citation intéressante, « Tu crois qu'il y aura un juif sur un timbre un jour ?» Donc il demande si les oubliés de la démocratie, la réparation sera faite un jour, et elle lui répond un jour oui sans doute, je l'espère en tout cas. Donc il y a plusieurs thèmes intéressants ici, le thème de la commémoration des valeurs de la démocratie et de ses grands hommes, l'importance de l'éducation pour devenir un citoyen, et puis la question des oubliés de la démocratie, que ce soit les Noirs dans la réalité aux États-Unis, mais aussi les Juifs dans la fiction de Ross. Donc on voit que cette question des timbres se poursuit, page 47, avec le fameux timbre bleu, qui commémore la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh. Alors c'est ce timbre dont on a déjà dit que le petit Phil comprit immédiatement qu'il ne cesserait de prendre de la valeur si Alvin avait raison et que le pire arrivait, c'est-à-dire si Lindbergh arrive au pouvoir. Cette question de la valeur finalement que peut prendre un symbole en fonction du cours des événements. Et puis ça se termine, si on poursuit les échos de cet extrait qu'on vient de voir, donc avec page 70, le cauchemar, les croix gammées qui arrivent sur les grands paysages donc des parcs nationaux américains. Et je vous cite, à la place d'un portrait de Washington différent sur chacun des 12, c'était toujours le même qui revenait, celui de Hitler. Donc on a les croix gammées, etc. Donc on a cette question en fait des symboles brisés, et des jeux de symboles contre symboles qui se jouent sur des timbres, qui prennent de la valeur ou qui en perdent et qui sont dévalorisés. Donc là, j'en viens au texte 2. Donc le texte 2, c'est un texte qui se situe page 49 à 52. Il s'agit de l'opposition entre les discours de Roosevelt et de Lindbergh. D'un côté, on a le phrasé si profondément comme il faut de Roosevelt qui fait l'histoire et qui fonde sa vie avec celle des Américains. Et de l'autre, on a Lindbergh qui crée la surprise, qui arrive à l'improviste, et la foule fut soulevée par l'enthousiasme des grands jours. Donc il fait un discours sans fioriture, pertinent, d'une voix au perché, monocorde. Il parle sans retirer son casque, ni ses lunettes de pilote. C'est simple, vous avez le choix, non pas entre Charles A. Lindbergh et Franklin Delano Roosevelt, dit-il, mais entre Lindbergh et la guerre. Et donc on a vraiment discours contre discours, avec donc des effets de rhétorique.